Merci de suivre l'ORTM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. L'actualité, c'est la rentrée scolaire 2024-2025. Le ministre de l'Éducation l'a confirmé. Les cours reprennent ce lundi 4 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Pour raison d'inondation, les écoles étaient occupées par les victimes de catastrophes naturelles. À ce jour, les écoles sont pour la plupart libérées et prêtes à accueillir les élèves. Sur les 187 écoles inondées, 181 sont libérées et donc 6 sont non fonctionnelles. Qu'en est-il exactement ? Les conditions sont-elles réunies pour le bon déroulement des cours en sécurité? Quel est le programme d'enseignement fondamental? Quelles sont les dispositions prises par l'État pour la réussite de l'année scolaire 2024-2025? Pour la réponse, nous avons fait appel à Issoufi Arbert Bédari Touré. Il est le directeur national de l'enseignement fondamental. Bonsoir, Monsieur Touré. Bonsoir, madame. Souleymane Sangaré, enseignant, promoteur d'école et parent d'élèves. Bonsoir, Monsieur Sangaré. Bonsoir, madame. Et Mamadou Diakité, professeur d'enseignement secondaire, spécialité philosophie. Bonsoir, Monsieur Diakité. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Je l'ai dit tout à l'heure, ce lundi, les élèves reprennent donc le chemin de l'école. Est-ce que toutes les conditions sont réunies, Monsieur le directeur, pour l'ouverture des classes sur toute l'étendue du territoire du Mali? Je tiens à préciser, au nom du ministère de l'Éducation nationale, que toutes les dispositions à date sont prises pour que la rentrée scolaire puisse être effective sur l'étendue du territoire national le lundi 4 novembre. Le ministre de l'Éducation nationale est passé sur votre plateau. Il a donné les chiffres en lien avec la situation et aujourd'hui nous pouvons dire que les conditions sont réunies pour que l'école puisse démarrer le 4 novembre prochain. Parlant de conditions, quelles sont ces conditions qui sont réunies aujourd'hui qui permettent de dire que tout est fin prêt pour le démarrage effectif des cours? Alors, je tiens à rappeler que la rentrée était prévue pour le 1er octobre, mais au regard de l'état de catastrophe nationale, nous avons dû revoir notre copie et ramener la rentrée au 4 novembre. Donc, cela était dû au fait qu'à l'échelle du pays, beaucoup de classes étaient occupées. Beaucoup d'écoles dans certaines zones de notre pays étaient inondées et certaines écoles étaient effondrées ou endommagées. Donc, à la suite de ce constat, des instructions ont été données par les plus hautes autorités de notre pays, en l'occurrence le général d'armée Assimi Goïta, son Excellence Monsieur le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, mais aussi le docteur Amadou Savané et toute son équipe pour que nous nous attelions à la préparation de la rentrée sur le plan des conditions matérielles. Donc dans ce sens-là, le gouvernement a mis à disposition des ressources financières pour que toutes les écoles qui ont été inondées puissent être remises en l'état, ainsi que les latrines de ces écoles. Et en lien avec les autres départements sectoriels concernés par l'école, nous avons pris des dispositions pour que les écoles puissent être libérées, que nos compatriotes qui sont victimes des intempéries puissent être dignement logés sur de nouveaux sites avec l'accompagnement de la communauté nationale et du gouvernement. Et dans ce processus, les gouverneurs de région ont joué un rôle très important en nous accompagnant au niveau des concentrés, mais aussi sur l'étendue du territoire national pour que partout les conditions minimales soient réunies pour que les classes puissent être libres et puissent être assainies pour que les enfants puissent le 4 octobre retrouver des classes dans des conditions d'hygiène et de dignité acceptables. D'accord, des écoles étaient occupées, vous l'avez dit tout à l'heure. Le ministre a fait le point sur ce même plateau. Sur les 126 écoles occupées, 103 sont libérées et sur les 187 écoles inondées, 181 sont libérées et 6 non fonctionnelles. Des écoles non fonctionnelles, ça veut dire quoi concrètement et comment vous allez vous y prendre pour gérer cette situation? En fait, nous avons des écoles non fonctionnelles pour plusieurs raisons. Nous avons quelques écoles non fonctionnelles pour des raisons d'insécurité,
Mais nous avons aussi quelques écoles non fonctionnelles pour raison d'inondation dans certaines zones. Donc sur les sites où les écoles ne sont pas fonctionnelles parce qu'encore occupées par l'eau, nous avons en lien avec nos partenaires, mais aussi le niveau déconcentré de l'éducation et les gouverneurs, décidé sur chaque zone de pouvoir trouver des abris temporaires pour que les enfants puissent occuper ces abris-là le temps que l'eau baisse dans ces zones. Nous avons aussi envisagé sur certaines zones, là où il y a des écoles très proches qui ne sont pas encore libres pour les enfants, que les enfants puissent être redéployés dans des écoles toutes proches afin que les cours puissent commencer le 4 novembre. Vous constaterez que les chiffres, le nombre d'écoles qui sont aujourd'hui non fonctionnelles en lien avec ces intempéries est un nombre très très faible. Et par cas, nous prenons des dispositions pour que ces écoles-là puissent être délocalisées ou que des abris temporaires puissent être mis à disposition le temps que l'eau baisse dans certaines zones. Ça ne va pas créer de conditions d'effectifs pléthoriques au niveau de certaines écoles? Non, si nous décidons de mettre des enfants dans une autre école, nous prenons les conditions pédagogiques nécessaires pour que la pléthore ne s'installe pas et que les enfants puissent étudier dans des conditions minimales selon les ratios qui sont internationalement reconnus, c'est-à-dire des classes où l'enseignant peut avoir un niveau raisonnable d'élèves qu'il peut encadrer. D'accord. Alors, M. Diakité, vous qui êtes professeur d'enseignement secondaire, spécialité philosophie, je l'ai dit, comment vous avez préparé la rentrée scolaire 2024-2025? Tout est OK de votre côté? Je crois qu'on a réuni, comme l'a dit M. le directeur, les plus hautes autorités ont confirmé qu'effectivement la rentrée sera effective le 4 novembre, qui avait été repoussée à la suite de catastrophes naturelles. Alors, on a tenu le conseil de rentrée bien avant, c'est le BABA, sinon le préalable. Au jour d'aujourd'hui, je peux, à mon humble avis, sans me tromper, toutes les conditions sont réunies pour que la rentrée soit effective le 4 novembre. Alors, M. Sangari, les privés sont beaucoup sollicités. Comment vous êtes organisé pour cette rentrée et comment vous collaborez avec l'État? De notre côté, les conditions étaient vraiment réunies, même les inscriptions, tout était réuni. Le conseil, on avait fait le conseil, les répartitions des classes. On avait même affiché, nous avons affiché les listes devant les salles. Bon, puisqu'il y avait la catastrophe, bon, vraiment, donc ça c'est national. Et maintenant, on est maintenant pressé vraiment de faire la reprise en tant que maître et en tant que parent d'élève aussi. Parce que déjà, les sacs, les fournitures scolaires, on les a achetés et d'ailleurs, les enfants nous dérangent à la maison. Si vraiment l'État a pu mettre les conditions sur place pour que la reprise soit effective, ça, comme on ne pouvait que nous réjouir de ça. Et comment vous collaborez avec l'État? Vu que vous étiez préparé pour l'ouverture des classes, mais sur décision du gouvernement, vous avez reporté la rentrée des classes à votre niveau. Ça voudrait dire qu'il y a une collaboration entre vous et l'État. Parlez-nous de cette collaboration. Effectivement. L'école privée enseigne le même programme que l'école publique. Et nous sommes régis par un texte. Tout ce qui régit l'école publique régit, c'est-à-dire que l'école privée. Quand le report est venu directement, on a fermé la porte et on a attendu. Nous relevons, c'est au niveau fondamental, les écoles fondamentales relèvent des CAP, des académies et jusqu'au ministère, jusqu'à la Direction nationale de l'enseignement fondamental. Donc c'est une chaîne. Donc nous travaillons un peu comme l'école publique. Vous voyez, sur le plan administratif. On est peu sollicité en formation continue.
Vous demandez à ce que l'État collabore avec vous sur le plan de la formation. C'est ça, c'est une doléance. Le message est passé, le directeur est là, il est en train de noter. Monsieur le directeur, dans certaines localités, vous l'avez dit, les écoles sont fermées, crise d'enseignants, quelque part aussi dans certaines écoles. La situation sécuritaire explique ces faits. Quelle est l'alternative trouvée à ce niveau? Sur la question des écoles fermées pour raison d'insécurité, nous travaillons à trouver les solutions pour que l'école puisse être ouverte un peu partout sur le territoire national. Nous faisons une mise à jour et nous avons des actions pour ramener la sécurité à l'école. Le retour de cette sécurité est un retour holistique, ce n'est pas simplement une question de sécurité militaire, mais il y a d'autres paramètres sur lesquels nous travaillons. Et l'un de ces paramètres, c'est des rencontres communautaires que nous organisons avec les communautés, avec souvent les protagonistes. Et lors de ces rencontres, nous essayons de disséminer une déclaration que le Mali a adoptée, qui est la déclaration sur la sécurité à l'école. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que cette déclaration devienne un projet de loi. Donc, il y a des actions multiformes que nous menons, des appuis aux communautés et de plus en plus avec le retour des forces armées nationales sur l'étendue du territoire national, de plus en plus des écoles ouvrent et nous travaillons à rassurer nos populations et à ramener l'école un peu partout. Sur la question des enseignants, je pense qu'avec nos collègues des syndicats, nous travaillons à ce que de façon concertée, partout au Mali, le droit à l'éducation des enfants maliens puisse être garanti. Dans ce sens-là, l'État a récemment recruté des enseignants qui ont été récemment mutés et nous faisons le maximum pour que les enseignants puissent retrouver leur poste et puissent assurer un peu ce droit à l'éducation. Donc l'État fait de gros efforts. Sur aussi les ressources de l'État, nous recrutons des enseignants volontaires dans certaines zones, par exemple sur les ressources du projet MICRA, qui est un projet du Mali financé par la Banque mondiale. Donc nous avons un ensemble d'actions que nous mettons bout à bout pour que partout on puisse avoir les enseignants et que nos enfants puissent continuer à bénéficier de leurs droits à l'éducation. Alors, monsieur le directeur, les écoles privées ravivent la vedette quand même aux écoles publiques. On reproche au public des effectifs pléthoriques, de la qualité de l'enseignement. Que fait l'État aujourd'hui pour redonner l'image d'antan à l'école publique? Merci pour cette question. L'État fait beaucoup pour que la qualité de l'éducation revienne. Cela se traduit en termes de formation des enseignants. Nous formons régulièrement les enseignants sur des thématiques très actuelles, sur des thématiques en lien avec l'amélioration de la qualité du système. Nous formons les enseignants dans des domaines où ils peuvent aussi renforcer leurs compétences pour être toujours à hauteur de souhait. L'État fait des efforts aussi sur le plan de l'acquisition des manuels scolaires pour que l'école publique ne soit pas une école de second ordre. Nous sommes conscients de cela parce que nous sommes nous-mêmes des enfants de la République et des fruits de l'école publique et l'État ne peut pas négliger cet aspect. Il y a une massification des effectifs qui fait que les conditions à l'école sont de plus en plus difficiles dans certaines zones, mais nous faisons des efforts et nous planifions pour que partout les enfants puissent avoir le minimum requis. Les enseignants reçoivent des formations, je l'ai dit tantôt, mais nous essayons aussi d'améliorer nos programmes, de revoir les curricula. Nous travaillons à améliorer un certain nombre de conditions en termes d'infrastructures. J'ai parlé du projet MICRA et il est envisagé la construction de plus de 500 écoles pour que nous puissions baisser les ratios, c'est le ratio maître-élève, afin que partout, le groupe d'encadrement par enseignant soit un groupe d'encadrement supportable, que les enfants puissent être dans des conditions où ils vont mieux apprendre.
Nous avons par exemple en 2023 adopté un plan stratégique national ou hygiène-assainissement dans la perspective d'avoir des écoles où il fait bon apprendre, où partout on peut donner de l'électricité à l'école, on peut mettre des latrines dans l'école, des latrines qui sont fonctionnelles. Partout on peut construire aussi par exemple des salles où les enfants peuvent apprendre l'informatique. Donc nous travaillons à cela. Mais les efforts sont immenses, le contexte est très difficile, nous le reconnaissons, mais de plus en plus, avec nos partenaires, nous travaillons au confort du système éducatif. Et des résultats sont quand même en train d'être aperçus sur certains aspects. Si je prends le cas de la scolarisation des filles et les efforts que l'État fait, aujourd'hui on se rend compte par exemple qu'aux examens, les meilleurs élèves sont des filles. Et l'État a une politique très volontariste dans ce domaine. D'accord. En tout cas, on a vu les résultats des filles qui étaient brillants lors du DF, lors du baccalauréat. Si l'État a un programme pour cela, c'est encore avantageux. Oui, nous avons une politique nationale de scolarisation des filles qui est vieille de 17 ans. Nous sommes actuellement en train de travailler à relire cette politique. Et l'une de ses finalités, c'est que nous puissions augmenter le nombre de filles qui terminent les études secondaires et qui se dirigent vers des filières scientifiques pour que quelque part on puisse avoir la parité filles-garçons, parce que nous sommes convaincus qu'une société dans laquelle les femmes sont majoritaires a beaucoup à gagner en renforçant les compétences des filles, et la justice sociale passe aussi par ce renforcement de capacité. Donc, en gros, pour dire que sur le système, nous avons une vision holistique, nous avons élaboré un programme de développement de l'éducation, nous faisons des efforts pour que l'école publique soit une école de la République où il fait bon apprendre. Et je me rappelle que même récemment, nous avons formé des enseignants à ce que nous appelons l'éducation bienveillante pour que l'école soit un lieu où il fait bon apprendre, où l'enfant a envie d'aller, où la pédagogie qui est appliquée est une pédagogie attractive, est une école aussi où l'enfant acquiert des compétences. C'est bout à bout un ensemble d'actions qui sont menées. On peut penser que ça prend du temps à donner des effets, mais je vous assure que nous faisons le maximum malgré le contexte pour avoir des résultats. D'accord. Monsieur Diakité, qu'est-ce qui affaiblit nos écoles publiques aujourd'hui? L'école doit être l'affaire de tout le monde. Il y a un grand philosophe grec, Socrate, qui disait que « connais-toi toi-même ». L'école est l'affaire de tous, mais il se trouve que, comme l'a dit monsieur le directeur, la massification, évidemment, en 2000, quand vous prenez le ratio de la population, en 60, en 80, en 2000, c'est vrai que le Mali n'avait pas la même population. Donc, il y a ce fait-là, il y a la pléthore au niveau du public, évidemment. Peut-être chacun, à son côté, a une part de responsabilité, comme on le dit, puisque la crise que traverse notre pays, c'est un peu le reflet de presque tous les niveaux. L'école n'échappe pas à cette règle-là. Et petit à petit, c'est vrai, il y a eu la promotion des écoles privées. Mais l'État, c'est vrai, le directeur l'a dit, on a fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire, puisque la pléthore au niveau de l'effectif, c'est réel, jusqu'au niveau secondaire, là où j'enseigne. Ça continue. Jusqu'en terminale, j'étais à Caille, j'ai fait 15 ans là-bas. J'avais des classes de terminale de 77 élèves. 77 élèves, alors que le programme d'enseignement qu'on nous exige, l'APC, c'est un programme très strict qui demande peut-être beaucoup d'efforts, mais avec peu, ou sinon un ratio acceptable. Vous imaginez déjà en terminale 77 élèves, le niveau fondamental, on peut aller jusqu'à une centaine d'élèves par classe. Et là, c'est vraiment beaucoup. C'est Maus pour un enseignant d'encadrer que tous ces 100 élèves aient la même attention, qu'ils soient formés au même niveau, qu'il y ait une équité. Ce n'est pas évident. Beaucoup a été fait, c'est vrai. Comme on l'a dit, beaucoup d'ont coulé sous le pont, mais il reste encore beaucoup à faire. Il faut que nous prenions à bras le corps le public
comme il l'a dit, ce n'est pas la mer à boire. Chacun doit y mettre comme le sien. Évidemment, nous sommes tous le fruit de cette école publique. Notre éducation était citée en exemple. On était parmi les meilleurs, évidemment. On a formé, les Maliens ont formé beaucoup de gens de la sous-région. Donc, peut-être qu'il faudra, à défaut de revenir sur l'ancien programme, il faudra peut-être qu'on ait un regard sur les programmes enseignés et qu'on exige beaucoup de qualité et de la compétence. Et cela ne va pas sans former les formateurs eux-mêmes. Les enseignants eux-mêmes ont besoin de formation. D'accord. Monsieur Sangaré, vous avez plusieurs casquettes ici, promoteur d'écoles privées. Mais on va prendre la casquette parent d'élèves. Vous, en tant que parent d'élèves, qu'est-ce qu'il faut pour nos écoles publiques pour améliorer les conditions d'apprentissage? Bon, pour nos écoles publiques, pour améliorer les conditions d'apprentissage, je crois que le directeur national de l'enseignement fondamental, il a parlé déjà des jalons qui sont déjà posés par rapport à ça, pour diminuer le ratio élèves par classe. Sinon, dans certaines écoles, je crois qu'il y a la double division. Double division, c'est quoi? Ça, c'est manque de maîtres. Donc, on met 2 classes dans la même classe. Et la double vacation, ça, c'est d'autres partent le matin et l'autre groupe va à l'école le soir. Vous voyez, donc comme ça, le programme, bon, ce n'est pas facile de bien exécuter le programme. L'école, c'est dans les villes. Ça, le directeur national, ça, je vous le dirai, c'est dans les villes. En Brousse, je suis de la Brousse, les écoles communautaires qui sont là-bas sont encadrées par des recalés de 6e année, de 7e année. Et comment est-ce que ça s'est venu? Parce qu'en 1994, avec les États généraux de l'éducation, ils ont dit chaque village une école. Mais on a oublié qu'on n'avait pas d'enseignants. Et le recrutement est venu comme ça. Le recrutement était même donné aux maires. C'est les maires qui recrutaient. Et Dieu seul sait. Je crois que les collègues qui sont là-dedans en savent quelque chose. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer maintenant, la pour situation? améliorer, c'est la formation continue. C'est la formation continue. Voilà, c'est la formation continue. Et puis l'instauration, c'est-à-dire que les leçons d'essai. Les leçons d'essai, par exemple, au niveau du premier cycle ou au niveau du second cycle, ceux qui sont chargés de lettres ou bien chargés de sciences au niveau second cycle, donc, se regroupent un jour et suivent, c'est-à-dire qu'une leçon, c'est-à-dire d'un camarade critique. On fait la même chose au niveau premier cycle. Et ça, comme ça, on peut améliorer petit à petit. Monsieur Touré, vous voulez réagir? Je tiens par exemple à dire que l'État malien a décidé de transformer toutes les écoles communautaires en écoles publiques. C'est ça. Et à ce titre, nous recrutons dans la fonction publique d'État les professeurs, les enseignants qui sont dans ces écoles dites communautaires. Et ces enseignants ne sont pas laissés à eux-mêmes, abandonnés comme mon interlocuteur vient de le dire tout de suite. Lorsque l'école est transformée en école publique, il y a un cahier de charges et nous mettons l'école sous le giron des centres d'animation pédagogique qui ont la charge d'encadrer les enseignants et de les former. Donc ces enseignants-là sont formés, ils sont recrutés dans la fonction publique. Et nous nous sommes mis d'accord avec les syndicats qu'on va éteindre tous ceux qui sont dans ça et nous avons un cahier de charges sur la base duquel nous les formons. Donc c'est peut-être au début, il y a de cela très longtemps, mais aujourd'hui, la photographie du système tel qu'elle est présentée par mon interlocuteur me semble être vraiment caduque. Elle est assez... Moi, je vous donne un exemple très simple. J'étais hier dans une mission de supervision dans la région dans la zone de Barawili. Voilà. Donc, c'est pour dire que nous sommes proches de nos écoles. Nous formons nos enseignants et dans le cadre de l'encadrement, nous avons des conférences pédagogiques et nous avons des leçons modèles que nous faisons dans les écoles qui sont suivies. De la même façon, nous avons mis à l'échelle des écoles fondamentales ce que nous appelons la CA des maîtres, la communauté d'apprentissage des maîtres, qui est une façon de former les enseignants. Donc nous formons nos enseignants, ils ne sont pas abandonnés
à eux-mêmes. Et sur un tout autre plan, vous prenez le pays, à l'échelle du pays aujourd'hui, c'est très rare les zones où vous avez de la double division ou de la double vacation. Nous faisons un travail énorme pour que les conditions minimales, pour que les enseignants aient des formations sur l'année et que les enseignants, partout où ils sont, soient encadrés par les structures d'encadrement comme les centres d'animation pédagogique. Donc la topographie, je ne dirais pas qu'elle est très reluisante, mais c'est une topographie qui s'améliore. Et de plus en plus, nous mettons un point d'honneur à former nos enseignants. C'est chaque école communautaire qui est transformée en école publique ou bien c'est des écoles communautaires regroupées qui sont transformées? Chaque école communautaire est transformée en école publique. Et nous avons un calendrier pour intégrer tous les enseignants des écoles communautaires dans la fonction publique des collectivités. Et lorsque vous devenez fonctionnaire, il y a un cahier de charges auquel vous êtes astreint. Il y a des formations et le CAP suit. Le CAP, c'est le centre d'animation pédagogique, suit tous ces enseignants-là. À un certain moment, nous n'avions pas d'enseignants et on n'avait pas le choix. Si on ne recrutait pas certains enseignants, on a eu une méthode qu'on a appelée la SARP. Si on ne recrutait pas, certains enfants du Mali, dans certaines zones, n'allaient pas avoir accès à l'éducation. Mais une fois que nous avons utilisé ces stratégies, nous en sommes sortis. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs beaucoup d'enseignants sortis des IFM qui sont là et qui sont prêts à travailler. L'État en a recruté plusieurs centaines l'année dernière et nous allons mettre l'accent sur le recrutement progressif pour que nous ayons partout des enseignants professionnels. L'État malien est même en train d'adopter une politique nationale enseignante qui est dans le pipe et qui va être dans le circuit d'approbation pour que les enseignants soient des professionnels partout et que pour enseigner, il faut avoir des compétences très très grandes et avérées. On le dit, le philosophe est là, pour enseigner peu, il faut connaître beaucoup et nous en sommes conscients et nous travaillons à améliorer les compétences du corps enseignant. C'est très important. Pour cette rentrée, monsieur le directeur, il y a eu un comité de gestion de la crise gouvernementale. Est-ce que des rôles ont été attribués à chaque département pour la gestion des cas spécifiques des écoles? Nous avions un comité ministériel et un sous-comité interministériel a été aussi mis en place auprès du ministre de l'Éducation nationale. Dans ces deux comités, il y avait plutôt un travail collégial qui se faisait et chaque département ministériel, selon le segment qui relevait de sa compétence, intervenait. Lorsque vous parlez par exemple des sinistrés qu'il faut déplacer sur un nouveau site, vous savez que le développement social intervient, le ministère de la Sécurité à travers la protection civile intervient, le ministère de la Défense pour assurer la sécurité des lieux intervient. Donc il y a une dimension holistique et une complémentarité dans cette action. Voilà pourquoi vous avez senti beaucoup de solidarité du gouvernement autour du ministère de l'Éducation nationale pour qu'ensemble on fasse toutes les actions, chacun dans son champ de compétences. Je vous donne un exemple très simple aujourd'hui. Les brigades citoyennes se sont déployées dans certaines écoles. Ce sont des brigades qui relèvent du ministère de la Jeunesse et nous étions ensemble pour assainir les écoles, pour les rendre propres. Donc ces deux comités-là sont des comités qui travaillent en synergie, chacun dans son domaine, pour que l'école soit prête le 4 novembre. C'est vrai que chaque année, c'est les mêmes scènes qui se répètent. Quand il y a inondation, les gens partent loger directement au niveau des écoles, alors que les écoles ne sont pas faites pour usage d'habitation. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de chercher une solution définitive à cela, planifier tout cela, au lieu que ce soit chaque année que les mêmes scènes se répètent? Je pense que nous en sommes conscients. Et d'ailleurs, il y a, au-delà de cet aspect, il y a un autre aspect, c'est qu'il va falloir que nous puissions aussi nous adapter au changement climatique. Vous avez des pays à inondation chronique, comme le Bangladesh, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Japon. C'est des pays dans lesquels
des postures, des schémas ont été conçus pour qu'on puisse vraiment anticiper sur ces événements et que l'école ne puisse pas être victime. Parce que je le disais il n'y a pas longtemps, l'école n'attend pas, il y a un temps d'apprentissage, il y a le temps réel d'apprentissage à l'école qui ne peut pas être compressible. Donc dans ce sens-là, il faut qu'on anticipe, il faut qu'on organise un peu les choses. Et à l'avenir, je pense aussi que ce que vous avez dit, certainement, sera aussi entrevu. Dans le cadre de ces comités qui nous réunissent, nous allons trouver les moyens pour que, en cas de crise ou d'inondation, l'école ne soit pas le premier recours. Nous en sommes conscients, mais nous sommes dans un pays de solidarité, où souvent c'est les événements qui précipitent les choses et on se retrouve dans des situations souvent très difficiles à gérer. Mais nous en sommes conscients et avec nos partenaires des autres ministères, je pense qu'on peut même réfléchir à des plans de relogement comme dans certains pays. Lorsqu'il y a par exemple des ouragans dans certains pays, on sait que les mairies, les collectivités prévoient déjà des zones qui ne sont pas des zones scolaires pour accueillir. Voilà. Mais c'est à la réflexion et je crois que l'expérience de cette année nous oblige à changer de posture et à nous adapter. Et nous allons aller dans ce sens. On l'espère bien. Merci. Alors, Monsieur Diakité, habituellement, l'ouverture des classes est marquée par une leçon modèle. Est-ce que c'est le cas cette année? Si c'est le cas, quel est l'objectif visé à travers ces leçons modèles? Effectivement, cette année, merci madame, c'est bien le cas. Il y aura une leçon modèle dont la thématique tourne autour de l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. L'année dernière, j'ai eu la chance de présenter la leçon modèle lors de la rentrée solennelle au lycée Baminata. L'année dernière, la thématique, c'était l'impact du portable sur les performances scolaires. Cette année, c'est l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il s'agit d'initier la jeune génération à ce qu'il ne faut pas qu'ils attendent tous de l'État. L'État seul ne peut pas tout faire. L'entrepreneuriat dans le sens des initiatives privées. Il faut qu'on encourage, qu'on amène la jeunesse africaine, notamment malienne, à s'investir, à prendre le risque, à s'investir pour que les jeunes eux-mêmes puissent s'épanouir. Puisqu'on a vu les métiers pourvoyeurs d'emploi, c'est vrai, il n'y a pas l'État recrute, c'est vrai. Le directeur national l'a dit, l'État recrute non seulement au niveau de l'enseignement, mais dans tous les domaines. Mais c'est un recrutement qui n'est pas assez massif. Puisque je me rends compte que l'année dernière, si j'ai bonne mémoire au niveau de la fonction publique, je crois que les recrutements, c'était à peu près à 867. 867 postes, imaginez presque 1 millier. Pour des milliers d'étudiants qui sortent chaque année, il faut que les jeunes s'investissent eux-mêmes. Qu'ils aient cette motivation de dire qu'après les études, je vais moi-même ouvrir ma boîte. Je serai un entrepreneur, que ce soit à l'agro-silvo-pastoral, que ce soit dans les mines, que ce soit dans le commerce. Ailleurs, on le fait et ça réussit. Quand vous prenez un peu l'exemple sur la jeunesse, surtout malienne, chaque année, c'est presque des milliers de jeunes qui meurent sur la mer. Et notamment, il y a des Maliens qui en font partie. Il y a 2 ans de cela, seulement dans la zone, je crois, vers la Libye, on a perdu sur les côtes libyennes, il y avait près de 150 jeunes Caïsiens. Ouais. C'est regrettable. Vous imaginez que si ceux-ci avaient peut-être l'initiative de rester sur place, on a même fait pratiquement des tas d'émissions sur ça. Tu vas trouver que certains jeunes ont une somme importante sur eux. Ils meurent dans le désert ou même dans la mer. Alors que s'ils avaient peut-être eu l'initiative d'investir chez eux, je crois qu'ils allaient réussir. Et comment ces leçons modèles sont choisies? C'est un comité qui siège ou bien ça vient d'où? C'est l'autorité en question, la tutelle qui décide. Je crois en partenariat avec les académies, les CAP, et notamment aussi les proviseurs et les directeurs des études au niveau de chaque école. Là, je crois qu'on appelle, ils font une réunion au préalable, si j'ai bonne mémoire. Et à travers cette réunion-là, ils décident de la thématique de la leçon modèle et c'est donné au niveau de chaque établissement.
Et le proviseur ou les directeurs des études appellent après le conseil à dire que tel jour c'est la rentrée. Maintenant, il se trouve que ceux-là qui doivent être en charge lors de la rentrée, les premières heures, par exemple le lundi, si on dit que vous avez cours le lundi, donc vous êtes tenu de faire la leçon modèle au niveau des classes. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le directeur, comment vous choisissez cette leçon modèle et avec quel objectif? Merci. La leçon modèle est choisie, comme l'a dit mon collègue Diakité, par le niveau stratégique du ministère de l'Éducation nationale. Le niveau stratégique, c'est le cabinet du ministre, avec naturellement l'onction du ministre qui est le premier responsable. Mais cette année, la décision de choisir l'entrepreneuriat est partie de rencontres que nous avons eues avec le patronat, qui avait constaté que la plupart des apprenants maliens avaient un enseignement plutôt théorique. Et lorsque l'enfant malien est diplômé, il sort de l'université, il ne sait rien faire. Et il est là, il attend que l'État lui donne de l'emploi. Donc on s'est dit qu'il faut inverser la courbe. Et il faut que l'école soit l'école de nos besoins. Qu'à l'école, on puisse donner des compétences, le professeur l'a dit aux enfants, et qu'à la fin de leur cursus, que l'État les recrute ou pas, qu'ils soient capables eux-mêmes, puisqu'ils ont des compétences en entrepreneuriat, qu'ils puissent avoir des idées, ils puissent avoir leur propre entreprise et puis qu'ils se lancent aussi souvent comme leur propre employeur. Donc c'est tout cela qui nous a amenés à choisir ce thème-là, qui est un thème très important. Et il vous souviendra que très récemment, nous avons organisé les États généraux de l'éducation, dont j'étais l'un des rapporteurs. Et au cours des États généraux de l'éducation, la plupart des intervenants sont revenus sur le fait que notre école produisait des chômeurs et qu'il faut sortir de ce cercle infernal. Donc c'est tout cela qui a prévalu au choix de ce thème, on comprend. Voilà, donc il s'agit vraiment de donner des minima aux apprenants pour que... C'est aussi un signal politique fort pour dire que l'État est engagé à former des citoyens capables d'entreprendre dans leur pays. D'accord. Alors, M. Sangaré, quelle appréciation faites-vous de cette leçon modèle pour l'année scolaire 2024-25? Oui, madame, cette leçon modèle, je crois qu'elle est bien choisie parce que l'école, ce n'est plus comme avant. Hein? Je quitte la classe et je rentre dans le bureau, c'est pas ça. Il faut qu'on efface ça. Ça arrive que de l'esprit des enfants. Effectivement, bon, le ministère, le volet de l'éducation est en train de faire des efforts parce qu'il y a plein d'écoles agro-pastorales maintenant. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut multiplier les écoles secondaires, les écoles secondaires pratiques. Oui. Où on apprend directement un métier. Directement un métier. Les écoles professionnelles, quoi. D'accord. Voilà, parce qu'il faut que l'enfant se mette en tête qu'après l'école, là, il peut faire quelque chose lui-même. Ça, on le voit maintenant. En électricité, mécanique, auto et consort. Donc après, directement, l'enfant s'installe à son propre compte. Donc on n'a pas besoin de chercher à gauche et à droite pour faire la fonction publique. D'autres même refusent de faire la fonction publique. Je crois que la leçon est bien choisie. Il s'agit depuis à bas âge, parce que la leçon là est enseignée même en première année, même au jardin. En première année, il s'agit d'adapter ça au niveau de l'enfant, avec des petites causeries. Donc je crois que c'est bien. Le faire intéresser par ça dès à bas âge. Oui, oui. D'accord. Dès à bas âge, donc on leur montre que vraiment l'école c'est ça, donc ils peuvent entreprendre eux-mêmes, c'est-à-dire qu'après l'école. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le directeur, les cours ont démarré en retard tout de même. Cela ne va-t-il pas jouer sur la date des examens? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura 9 mois de cours? Merci, madame, pour cette question très pertinente. J'avais dit que le temps de l'école n'attend pas et qu'il y a un temps réel d'apprentissage. Pour qu'une année scolaire soit validée, il faudrait au moins 180 jours de cours. Il y a des ratios internationaux, il y a des ratios aussi qui sont les nôtres, et nous allons mettre un point d'honneur à atteindre ces ratios-là.
L'autre défi ou l'autre dilemme, c'est qu'il faut travailler à ne pas aussi prolonger l'année scolaire dans la saison des pluies prochaines. Parce que les changements climatiques font que de plus en plus, on commence à voir que déjà en juin, on a des pluies. Donc nous sommes en train de revoir le calendrier en lien avec nos partenaires de l'école, la communauté éducative, principalement nos collègues enseignants, dont je salue l'engagement. Nous allons tout faire pour que au 30 juin, on puisse quand même avoir d'ici cette période, parce que l'année scolaire s'arrête au 30 juin, qu'on puisse quand même faire les évaluations et que les enfants puissent avoir le nécessaire en termes de programme sur toute l'année. C'est vrai que nous avons perdu un mois, nous sommes très désolés, nous nous excusons, mais nous allons mettre les bouchées doubles pour sortir un nouveau calendrier et réaménager le temps d'apprentissage pour que les enfants puissent, sur la durée, recevoir les enseignements nécessaires qu'il faut. Nous y sommes attelés et je pense que nous allons très vite donner à tous nos services en charge de l'encadrement du système les orientations pour que l'année scolaire puisse se faire à hauteur de souhait. Si je comprends très bien, les programmes seront évacués en 8 mois. Nous allons tout faire pour faire en 8 mois ce qu'on aurait dû faire en 9 mois. C'est une catastrophe nationale. C'est hors de notre volonté. Je répète, nous nous en excusons. C'est hors de notre volonté. C'est le ciel qui l'a voulu ainsi. Et nous avons réfléchi à cela. Et je vous ai dit que nous allons être dans le temps réel d'apprentissage. D'accord. Monsieur Diakité, vous allez pouvoir exécuter les programmes à temps pendant les 8 mois? On va s'atteler. La tâche n'est pas facile. On va faire tout notre possible pour qu'au moins qu'il y ait le maximum de leçons exécutées dans les programmes. D'accord. Alors, à votre avis, la réussite de l'année scolaire passe par quoi? La rigueur. La rigueur, le sérieux, le travail. Absolument. D'accord. Alors, M. Sangaré, le rôle des parents est très important. Que peuvent faire les parents d'élèves dans la réussite d'une année scolaire? Les parents doivent faire le maximum de suivi des enfants. Parce que monsieur le directeur de l'enseignement fondamental vient de dire qu'ils vont aménager, ils vont voir, dans la mesure du possible, aménager le programme pour un programme exécutable en 8 mois. Et ça ici, j'ai des inquiétudes, je dirais qu'en cas d'aménagement, de tenir compte des leçons enlevées au moment des examens. Parce que souvent, on enlève des leçons et au moment des examens, les mêmes leçons reviennent. En période de coronavirus, le cas s'est passé au niveau fondamental et bien d'autres encore. Il s'agit maintenant, en aménagement, de tenir compte aussi du temps des congés, si possible. Voilà, pour faire les examens à temps, les évaluations de fin d'année à temps. Nous allons réaménager le calendrier, pas les programmes. Ah, d'accord. Voilà, c'est le calendrier. La le calendrier est importante. Voilà, nous tenons à l'enseignement intégral du programme. Nous ne tenons pas à des programmes au rabais ou à un programme qui va laisser des leçons de côté. Si c'est arrivé par le passé, c'est des erreurs, nous nous en excusons, mais nous allons faire tout pour que le contenu scientifique attendu. C'est ça. Parce que l'enfant est appelé... L'école, c'est comme un puzzle. Une chaîne. C'est-à-dire c'est une chaîne. C'est des éléments qui s'enchaînent. On va s'intéresser maintenant au contenu de la formation. Monsieur le directeur, ces derniers temps, l'opinion publique reproche beaucoup au système éducatif malien, notamment le contenu donné au programme d'enseignement. On reproche le fait qu'on s'intéresse plus à la culture d'autres nations, d'autres continents, à l'histoire d'autres continents, au lieu de prioriser notre propre histoire. Est-ce que les programmes actuels sont adaptés à nos réalités? Merci pour cette question pertinente. Les programmes visent un contenu scientifique à enseigner. C'est ce qui justifie le rationnel de certains programmes. Il y a des programmes dans lesquels nous sommes obligés d'enseigner la réalité locale.
Et aujourd'hui, nous avons un programme classique, par exemple, au fondamental, mais nous avons aussi le curriculum bilingue de l'enseignement fondamental, qui est un programme qui est la finalité vers laquelle les États généraux ont décidé que le Mali aille, c'est-à-dire un système éducatif où les langues nationales vont jouer un rôle important. Mais d'ici là, la question des programmes est une question sur laquelle nous travaillons. Nous allons améliorer ce que nous faisons pour que l'enfant malien puisse d'abord connaître son pays, son histoire, mais qu'il soit aussi ouvert au monde. C'est former des citoyens ancrés dans leur patrie, dans leur culture, mais ouverts au monde. C'est ce que la loi 99-046 dit, qui est la loi d'orientation sur l'éducation, qui dit que le but de l'école au Mali, c'est de former des citoyens ancrés dans leur culture, mais aussi ouverts sur le monde. Donc, on nous fait souvent ce procès. Il peut être justifié à certains niveaux, où, par exemple, on va vous dire que bon, l'enfant connaît la Chine, mais il ne connaît pas le Mali. C'est des critiques qu'on nous fait, mais je vous dis que nous sommes en train de corriger cela et nous faisons même ce qu'on appelle des intégrations dans le programme pour que la réalité locale, que l'enfant, par exemple, au fondamental, il connaisse son village, qu'il connaisse l'histoire de son village, qu'il puisse connaître son pays et aussi qu'il puisse être ouvert sur le monde. Il y a chaque fois des changements que nous faisons sur les programmes. Et nous allons très bientôt, en lien avec les conclusions des États généraux, régler cette question. D'accord. Monsieur Sangaré, de votre côté, comment les programmes sont ficelés? L'éducation a toujours besoin de réformes. Au fur et à mesure que le temps évolue, l'éducation doit évoluer aussi. Je sais quand même que le ministère quand même est en train de faire un grand effort. En matière d'éducation, on ne se fatigue pas vraiment d'innover. De 62 à nos jours, je pense que le problème de 62 se pose toujours maintenant. L'éducation de masse et de qualité, c'est ça. Donc c'est toujours. Mais quand même, il y a un grand effort. Ils sont en train de faire un grand effort, ça je le reconnais en tant que parent. D'accord. Oui. Alors, un regard maintenant sur l'avenir, on va finir sur ça. Pour parler des perspectives, les États généraux de l'éducation ont demandé à ce que le système éducatif soit carrément refondé. Monsieur Diakité, quelles sont les réformes qui doivent être apportées au système éducatif malien, à votre avis? Dans chaque système éducatif, puisque le système éducatif, c'est une politique adoptée par l'État. C'est l'État qui donne les grandes orientations de son système éducatif. Ça, c'est propre à toutes les nations. Comme disait Cheikh Anta, après le pain, l'éducation est le premier besoin de l'homme. Quand vous formez, vous construisez des routes, vous construisez des usines, si vous ne formez pas l'homme, l'être humain, vous n'avez rien fait. Parce que la première richesse d'un pays, c'est les ressources humaines. Absolument. Donc, à mon humble avis, je crois qu'il y a eu les États généraux sur l'éducation, monsieur le directeur l'a évoqué, en janvier passé déjà, ils ont fait de très fortes recommandations. Alors si nous parvenons, comme je l'ai dit, l'école doit être l'affaire de tout le monde, si nous parvenions à mettre en place ces recommandations, alors il va sans dire que dans l'avenir, on va avoir un citoyen nouveau, utile à lui-même d'abord, utile à sa famille, utile à sa communauté et utile à son pays. C'est de ça dont on a besoin. Le nouveau type de Malien, pas fermé sur lui-même, mais qu'il se connaît d'abord lui-même, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'il va, et également être ouvert aussi aux autres. Donc une école axée sur nos valeurs endogènes, notre culture, cultiver la paix, la sécurité. Il faut que l'école soit un environnement pour former un citoyen vraiment modèle. Un citoyen modèle dans la dignité, dans toute sa dignité, son honneur, évidemment, et qui sache être un citoyen du monde, être ouvert aux nouvelles technologies, et à la science, à la technologie, mais également ne pas s'oublier, parce que monsieur le directeur l'a évoqué, notre école, c'était comme une sorte de moule, on te forme, à la sortie, tu ne sais rien faire. Tu as un diplôme, la tête est bourrée de diplômes, mais après ces diplômes-là, absolument, en pratique, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien à faire. Et là, vraiment, on veut plus de ça.
on veut adapter l'école à la réalité sociale, économique, politique et culturelle de notre pays. C'est de ça, je crois, qu'on a tenu. Peut-être je n'ai pas en tête toutes les recommandations, mais ça fait partie d'une des fortes recommandations des États généraux sur l'éducation. Un Malien nouveau à partir de l'école. Absolument. D'accord. Alors, M. Sangari, Oui. qu'est-ce qui ne va pas qu'il faut carrément refonder, à votre avis, dans le système éducatif malien? Bon, dans le système éducatif malien, je pense que l'éducation même, c'est sur 3 piliers. La famille d'abord. Il faut une sensibilisation des parents. Donc, parce que l'enfant est formé d'abord en famille, il y a la rue, il y a l'école. Donc, il faut que l'État s'appuie sur ces 3 piliers-là. En ce qui concerne la maison, surtout les parents, il s'agit de sensibiliser les parents pour qu'ils puissent s'occuper un peu des enfants à la maison. On peut s'occuper de son enfant sans être à l'école. On a beau former à la maison aussi la rue, la collaboration de l'enfant à la maison. Ça, il faut tenir compte de ça. On peut bien éduquer l'enfant quand il gagne la rue, il change de comportement. Donc, le parent doit faire ce constat aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à votre avis aussi, des programmes spécifiques pour atteindre l'objectif de réforme éducative? Je crois que notre langue nationale, il faut impliquer la langue nationale et bien suivre. Les langues nationales ont été bien introduites, mais à des niveaux, peut-être il y a le suivi qui a manqué. À des niveaux, bon, peut-être ici c'est peut-être des financements, ça arrive à un niveau et ça s'arrête là-bas. Sinon, un enfant qui commence dans sa langue maternelle est bien éveillé qu'un enfant qui commence la chose. Qui commence à étudier en français. Donc, il a parlé de ça. En 1999, le curriculum, là, je crois que ça continue toujours. Donc, maintenant, il s'agit vraiment de consolider vraiment les acquis et améliorer un peu le curriculum au niveau des écoles. D'accord. Monsieur le directeur, vous avez ouvert ce débat, vous allez le boucler. Merci beaucoup. Pour parler de perspectives, quels sont vos projets, quels sont vos programmes pour l'amélioration du système éducatif malien? Voilà. Merci beaucoup, Madame Bathily. Alors, moi, je pense qu'il faut d'abord qu'on ait un financement souverain de l'éducation. C'est-à-dire que l'État lui-même prenne en charge tout le système éducatif. C'est l'une des recommandations fortes des États généraux de l'éducation. Il faut un financement souverain. C'est-à-dire que l'école du Mali est financée par le gouvernement de la République du Mali dans tous ces segments. Premier aspect. Secondo, l'école, le professeur Diakité l'a dit, l'école doit déboucher sur la formation d'un nouveau type de Malien. C'est-à-dire ce qu'on appelle le Mali d'un croix, qui est quelqu'un qui est imbu de sa culture, qui connaît les souffles vivificateurs du savoir international, qui maîtrise toutes les connaissances nécessaires au développement d'un pays, mais qui connaît son pays et qui aime son pays. Sur un autre plan, il faudra aussi que l'école malienne soit une école où les enfants apprennent dans leur langue. C'est possible. Vous allez en Chine, le petit chinois, il ne commence pas l'école par l'anglais. C'est possible. Et les États généraux ont demandé la généralisation du curriculum bilingue. Donc, dans ce sens-là, il nous faudrait construire notre école, former nos enfants et que les enfants puissent d'abord commencer à apprendre dans leur langue. C'est possible. Il n'y a rien de diabolique. Il y a des ressources, nous avons des compétences et nous pouvons arriver à cela. C'est des changements majeurs. Mais il faudrait aussi que le suivi du système soit permanent, que l'enseignant soit suivi, que le système lui-même soit évalué périodiquement, que ceux qui dirigent le système eux-mêmes puissent avoir les moyens de le suivre et de le diriger. Je pense que tous ces aspects mis bout à bout vont nous permettre vraiment d'avoir un système éducatif très fort, très compétitif, comme il l'a été il y a de cela quelques années. On peut le traduire par l'abandon de l'ancien système au profit d'un nouveau? En tout cas, il nous faut sortir de l'école coloniale. L'école qu'on avait, en tout cas l'école telle que conçue par la colonisation, n'était pas l'école de nos besoins. C'était une école tout simplement pour former quelques commis
et des gens soumis, majoritairement. Donc il nous faut nous-mêmes concevoir ce que nous voulons. Et je pense que les États généraux ont donné la piste. C'est une école qui ne forme pas des chômeurs. C'est une école où on acquiert des compétences. C'est-à-dire, vous avez un certain nombre d'années, on vous demande de produire un document, que vous soyez capable de le produire, que vous puissiez, à l'école, apprendre un métier, que l'école puisse déjà vous permettre de vous insérer dans la vie économique. Donc, c'est ces questions-là qui sont essentielles et qu'il va falloir gérer. Les conclusions des États généraux sont un formidable recueil de recommandations et je pense que leur mise en œuvre pourrait nous permettre d'assurer le virage essentiel que nous voulons prendre, celui d'une école de nos moyens et non d'une école pensée par autrui. Un mot à la communauté éducative pour cette rentrée 2024-2025 en tant que ministère? En tant que ministère, nous souhaitons une très bonne année scolaire 2024-2025 à tous les enseignants, à tous les élèves, aussi à toute la communauté éducative. Et nous souhaitons que l'année se passe sous de bons auspices et que chacun puisse quand même jouer sa partition pour une école malienne apaisée et performante. On le souhaite vivement. Okay, merci de votre participation à cette émission. Ainsi se referme ce débat sur la rentrée scolaire, rentrée annoncée pour ce lundi 4 novembre 2024. Ce débat était donc focalisé sur les dispositions de l'État pour cette rentrée scolaire et la réussite de l'année scolaire. Et nos invités étaient Issoufou Harbert Bédari Touré, directeur national de l'enseignement fondamental, Souleymane Sangaré, enseignant, promoteur d'école, parent d'élèves, et Mamadou Diakité, professeur d'enseignement secondaire, spécialité philosophie. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Ce débat a été réalisé par Diakar Diakone Diaki. Bonne rentrée scolaire. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.